Bienvenue au 16e webinaire de Top Motors. Aujourd'hui, nous nous consacrons au thème des mesures. Matthias Pendick et Julien Ecker du groupe E nous présenteront un kit de mesures flexible pour les systèmes d'entraînement électrique qui peut être emprunté gratuitement au groupe E. Le webinaire est organisé en collaboration par Energie Zukunft Schweiz et Impact Energy et soutenu par Energie Schweiz. Je m'appelle Cora von Planta, je travaille pour Energie Zukunft Schweiz et je vous guiderai à travers le webinaire aujourd'hui. Je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant la fonction de chat. Je les remettrai à nos intervenants après leur présentation. Je suis ravie de vous présenter maintenant nos intervenants. Matthias Pendick a fait des études de technologie de protection de l'environnement à l'Université de Stuttgart, suivi par un doctorat à l'EPF Lausanne, pendant lequel il s'est consacré au sujet de la simulation et optimisation des systèmes thermodynamiques dans le domaine de la récupération de la chaleur perdue. Depuis 2015, il travaille pour Groupe E, au début comme conseiller en énergie et depuis 2020 dans le domaine de l'innovation et de la veille technologique. Julien Ecker a fait ses études d'ingénierie mécanique à l'EPF Zurich, où il a aussi doctoré en modélisation et simulation des systèmes complexes en biomédecine. Il travaille depuis 2018 pour Groupe E dans le domaine du conseil en énergie. Maintenant, je suis heureuse de vous passer la parole, M. Pendick et M. Ecker, pour la présentation du kit des mesures. Merci. C'est en effet à nous que revient le plaisir aujourd'hui de vous présenter le projet d'énergie suisse qui a été réalisé par Groupe E en collaboration avec la Hochschule de Lucerne et la HEIGWD. Ce projet vise à mieux quantifier les consommations d'énergie électrique en faisant appel à des appareils de mesure dans un but d'optimisation énergétique. Matthias Pendick, mon collègue, va m'assister durant cette présentation. Bonjour. Je vais vous guider à travers cette discussion avec quelques questions et puis vous entendrez ma voix surtout depuis le off et puis à la fin vous me verrez peut-être déplacer des appareils de mesure pour vous les présenter. La présentation d'aujourd'hui est constituée de 4 parties. L'intérêt de réaliser des mesures plutôt que d'avoir recours à l'estimation, un aperçu des valeurs qu'il convient de mesurer, un aperçu et une présentation surtout des appareils de mesure que l'on met à disposition et quelques mots sur le workshop et sur le système de prêt qui régit ces appareils de mesure. Pourquoi finalement mesurer au lieu d'estimer? Comme nous venons du domaine du conseil en efficacité énergétique, nous nous sommes basés sur un processus typique de conseil énergétique par un audit. Il se constitue de 3 parties. Dans une première partie, il s'agit de visiter le site, de faire le tour des installations pour s'apercevoir de leur état et de dresser une carte des principaux consommateurs d'énergie sur le site. Dans une deuxième phase, les principaux consommateurs et surtout les potentiels d'économie qu'ils représentent sont évalués pour terminer dans une troisième phase qui donne lieu à la rédaction d'un rapport qui sera remis au client. La rédaction de ce rapport concerne en grande partie, bien sûr, les actions de performance énergétique qui sont menées et met un accent particulier sur l'établissement de leur rentabilité. Alors Julien, maintenant la plupart des conventions d'objectifs sont faites de cette manière-là et puis aussi d'autres rapports en efficacité énergétique. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette approche? Alors l'approche actuelle convient très bien, elle donne des audits de qualité déjà maintenant. Il convient dans ces audits de distinguer peut-être 2 cas. Le premier, c'est des cas que l'on appellera faciles, où une action de performance énergétique paraît évidente, tant sa rentabilité est également évidente. Et dans ce cas-là, il n'y a pas lieu d'avoir recours à des appareils de mesure. Dans un second cas, où la rentabilité est un peu plus difficile à établir sur la base des infos que l'on a, on pourrait avoir recours à des appareils de mesure qui nous permettent finalement d'améliorer la précision de l'évaluation de la rentabilité et ainsi augmenter la confiance dans le résultat.
OK, maintenant, il n'y a peut-être pas tout le monde qui travaille dans notre domaine de l'efficacité énergétique ou des audits. Est-ce qu'il y a d'autres applications qui sont intéressantes pour mesurer? Oui, alors tout à fait. Ces mêmes appareils peuvent être utilisés pour beaucoup d'applications différentes. L'application la plus évidente, c'est la planification des investissements, notamment des infrastructures relativement coûteuses. Je prendrai exemple ici sur un monobloc de ventilation. Au moment du remplacement, il s'agira de bien dimensionner ce monobloc, de faire les bons choix et finalement d'évaluer si le remplacement est économique. Dans ce cas-là, le recours à des mesures peut affiner l'estimation de base. On pense également à l'optimisation énergétique dans le sens du réglage des installations. Souvent, on constate que les installations ne sont pas réglées de manière optimale et on touche au réglage pour pouvoir améliorer la situation. Dans un tel cas, on a besoin d'un feedback et ce feedback peut très bien être donné par les appareils de mesure que nous proposons. Ensuite, une fois les réglages effectués, on peut redémonter les appareils, les utiliser pour autre chose et garder les réglages actuels en étant sûr d'avoir optimisé de manière conséquente les installations. Une autre utilisation pourrait être d'identifier les causes de problèmes de performance et de confort. Je vais essayer de citer quelques exemples que l'on a rencontrés dans la pratique. Ici, il s'agit d'une installation de free cooling. On a remarqué qu'elle consommait beaucoup plus d'énergie électrique en hiver qu'en été. Et grâce aux appareils de mesure, on a pu facilement et assez rapidement identifier le problème. L'appareil était piloté par un signal qui venait d'une sonde extérieure de température. Seulement en dessous d'un certain seuil de température, la plage n'était pas programmée dans la régulation, ce qui causait toute l'installation de partir en mode sécurité, c'est-à-dire à plein régime. Les appareils nous ont permis rapidement d'identifier la cause et de proposer une solution adéquate. Ensuite, dans le domaine industriel, souvent on remarque que les industriels sont en recherche d'une meilleure connaissance des processus, c'est-à-dire à quel moment est-ce que l'énergie est consommée, par quels utilisateurs, et est-ce que cette énergie, cette consommation est justifiée. Un exemple ici, on pense à des entreprises actives plutôt dans le domaine de l'administration qui travaillent la semaine, qui se rendent compte qu'il y a une production d'eau chaude sanitaire qui se fait également le week-end et qui choisissent de se passer de ça parce que c'est un besoin qui n'est pas réel. Donc là aussi, les appareils de mesure nous permettent d'identifier ça facilement. On pense aussi à des preuves pour obtenir des subventions, notamment celle du programme Kilowatt, où il faut démontrer, après avoir réalisé l'action de performance énergétique, que l'économie escomptée est bien réelle. Là, les appareils de mesure nous permettent de faire ça très facilement. Un dernier cas qui concerne plutôt les entreprises, nous-mêmes à Groupé, on propose ce service ou ce genre de contrat, c'est du contracting. Et dans ces cas-là, il faut absolument qu'on soit au clair sur les besoins, sur l'appareil à proposer en contracting pour pouvoir proposer au client quelque chose qui le satisfasse et également assurer une rentabilité du côté de l'investisseur. OK, alors du coup, nous, en tant qu'ingénieurs et techniciens, de toute façon, on a aussi plutôt une tendance à vouloir aller à la troisième chiffre après le virgule. Maintenant, on ne mesure pas à tous les coups. Quels sont les obstacles qu'on rencontre souvent dans ces cas? Alors effectivement, sur le terrain, on voit assez facilement beaucoup de questions autour de la mesure. Les quatre principales sont résumées ici. Dois-je systématiquement faire appel à un spécialiste pour mesurer? Les appareils de mesure sont-ils chers? Est-ce que l'investissement en vaut la peine? Les appareils de mesure sont-ils difficiles à utiliser? Est-ce qu'ils vont me coûter beaucoup de temps? Et comment planifier finalement ce temps nécessaire à l'élaboration d'une campagne de mesure et par conséquent du budget également? Peut-être on revient sur ces questions un peu plus tard. Volontiers. On va maintenant aborder les types de mesures qui sont à disposition. Oui, alors de façon intuitive, maintenant, on dit facilement, faisons une mesure électrique. Est-ce que ce n'est pas la solution pour tous les appareils? Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi peut-être éventuellement ça ne suffit pas? Alors, volontiers. La mesure de puissance électrique peut être une bonne idée. Elle sert notamment à pouvoir avoir un aperçu de la consommation d'un appareil, de pouvoir voir sa puissance, sa charge partielle, sa programmation, voire même éventuellement de son efficacité. Par contre, la mesure électrique est liée à quelques restrictions aussi. La première concerne la sécurité. Seules les personnes formées et qualifiées sont habilitées à travailler aux abords d'installations électriques sous tension, le risque pour la sécurité des personnes étant vraiment immense. Et on rappelle aussi que la mesure électrique ne fournit aucune information au sujet de l'adéquation entre la consommation d'énergie et le besoin réel constaté sur le site.
Ok, alors tu suggères qu'il y a d'autres mesures nécessaires, et puis sur quel levier est-ce que celles-là elles peuvent jouer pour améliorer l'efficacité? Tout à fait. Alors, si on analyse toute la chaîne de consommation d'énergie, hein, ce n'est pas dans le cadre de Top Motors qu'on va pouvoir aller sur ce terrain-là, on va que rappeler les principaux composants. On peut trouver des potentiels d'amélioration dans le moteur lui-même. Les moteurs ont une certaine efficacité énergétique, rappelée notamment par leur étiquette énergétique. On rappellera la règle, plus un moteur est ancien, plus son efficacité énergétique est mauvaise. Il arrive un moment où il est nécessaire de remplacer ce moteur-là. Ça concerne principalement les moteurs, enfin ça concerne tous les moteurs, mais cet effet dû à l'âge est encore plus marqué pour des moteurs de faible puissance ou des moteurs qui tournent régulièrement hors de leur puissance nominale. Ensuite, on a des déperditions, donc des potentiels à récupérer dans la transmission de la force du moteur à l'appareil qu'on cherche à entraîner. D'une manière générale, plus l'entraînement est direct et plus il est dépourvu de frottement, plus il est efficace. Ensuite, on a dans le domaine de la régulation quelque chose à faire. Ceci s'applique bien entendu seulement aux moteurs qui ne fonctionnent pas tout le temps à charge nominale, à puissance nominale. Finalement, on a aussi de l'adaptation aux besoins réels. Est-ce que l'appareil que j'ai choisi est vraiment efficace pour le besoin? Ça, c'est intrinsèquement lié au processus et le potentiel qui se cache dans cette partie-là de la chaîne est à évaluer au cas par cas. Et finalement, il y a le dimensionnement de toute l'installation. Est-ce qu'il est adéquat? Là aussi, on peut obtenir du potentiel. Bien sûr, cela sous-entend qu'on change une partie ou voire toute l'installation, ce qui est lié à des coûts assez importants et qui peut se faire seulement au moment du remplacement de l'installation. Est-ce que tu peux expliquer ça avec un exemple concret? Oui, alors si on prend un exemple concret qu'on rencontre relativement souvent, c'est une ventilation, un monobloc de ventilation. On se rend compte assez facilement que le but, c'est d'obtenir une certaine qualité d'air dans les locaux, mais que les valeurs qu'on devrait mesurer pour s'assurer du bon fonctionnement d'une telle installation sont multiples. On pense au débit volumétrique, à la température, à l'humidité, la charge en CO2, le débit, l'énergie, la puissance, l'efficacité du moteur, bref, toute une série de valeurs que l'on peut mesurer si l'on veut obtenir une réduction de la consommation énergétique dans un tel système. Je pense maintenant qu'on va passer à la présentation des appareils. Donc, ce qu'on s'est imaginé, c'est qu'il y avait ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux grandes stratégies de mesure, si je peux parler ainsi. On parlera de la mesure instantanée qui dure de quelques secondes à quelques minutes, souvent réalisée avec des appareils tenus en main. Dans le kit d'appareils qu'on a constitué pour essayer de pouvoir mesurer les nombreuses valeurs qui peuvent être nécessaires, on a des appareils venus en main, les fameux Testo Smart Probes. Et ensuite, dans une deuxième stratégie, c'est des mesures qui sont plus sur la durée, qui durent de quelques heures à quelques semaines. C'est des appareils qui sont installés sur l'installation qu'on cherche à avoir. Et ici, notre kit, notre assortiment d'appareils se constitue d'un débitmètre ultrason qui fait énergimètre, on le verra, d'un analyseur de qualité de réseau électrique spécialement dédié au moteur, et d'un système de sonde sans fil basé sur une technologie LoRa qu'on est particulièrement fier de présenter ici puisqu'il a été développé en collaboration avec ClimKit dans le cadre de ce programme. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration, ou en tout cas à la présentation de ces quelques appareils. Merci Mathias. Voilà, alors je pense que j'aurai assez de place. Donc on a déjà toute une série d'appareils qui sont tenus à la main. Vous voyez ici un anémomètre, un appareil qui sert à mesurer l'humidité et la température dans des installations de ventilation. On a ici également un appareil qui sert à compter à mesurer la vitesse de rotation des installations tournantes. On a aussi différentes pinces qui peuvent très bien être adaptées pour mesurer le courant électrique. On a également une caméra thermique qui est utilisée pour déceler d'éventuelles malfonctions dans des armoires électriques et qui n'est pas destinée, je ferai la différence ici, qui n'est pas destinée à des études d'enveloppe sur le bâtiment, mais qui, dans certains cas, peut être utilisée pour déceler des ponts de froid évidents.
Mais je rappelle, c'est un appareil plutôt destiné à la mesure dans des tableaux électriques. Ensuite, dans les appareils qui sont plutôt destinés à être laissés sur l'installation, on a donc des analyseurs de réseau, de nouveau qui sont spécialement dédiés au moteur électrique, en introduisant dans l'ordinateur les données principales que l'on trouve sur la plaquette du moteur, par exemple. On peut établir non seulement sa consommation, mais également son efficacité, voire même son glissement et d'autres valeurs importantes dans le cadre du choix de remplacement de moteur, par exemple. Et la mesure de tension se fait directement dans le tableau électrique, d'où l'intérêt ou la nécessité même d'avoir quelqu'un d'agréé. Et la mesure du courant se fait avec des boucles qui sont facilement montables sur les fils électriques. Ensuite, dans notre coffret, nous avons également un débitmètre ultrason. Il est constitué d'un ordinateur portable qui se branche sur batterie pour des mesures à long terme et qui est ensuite connecté avec des sondes d'ultrasons qui permettent, pour les petits débits, comme celui que je vous présente là, ou pour des plus grosses conduites, de faire réaliser une mesure précise du débit de manière non invasive. C'est-à-dire qu'on installe ça sur le tuyau, sur la conduite, et puis on a une bonne estimation du débit. Et en couplant cet appareil avec 2 mesures de température, on coupe l'ordinateur à 2 sondes, que l'on placera alors sur la conduite aller et sur la conduite retour du système, on peut très facilement avoir une quantification précise de l'énergie injectée dans le système. Ensuite, comme indiqué, nous avons l'appareil LoRa. Donc l'appareil est constitué d'un coffre qui est à part, qui est à mettre, on met la prise sur le réseau électrique classique, et ce coffre fait le lien entre les différentes sondes que je vais vous présenter ici et un site internet, une plateforme qui récupère les données mesurées et qui permet de pouvoir les consulter en tout temps durant la campagne de mesure, ce qui présente un grand avantage et qui évite parfois des mauvaises surprises quand on a une campagne de mesure qui s'interrompt de manière inopinée. Donc, parmi les principales sondes, je vous ai pris un petit assortiment ici. On a des sondes très petites qui permettent de faire des mesures de qualité d'air, température, humidité. Ces sondes-là permettent aussi de faire des mesures d'accélération. C'est un avantage parce qu'en les fixant sur un bloc moteur, par exemple, ou sur le compresseur d'une machine de froid, on peut très vite et très facilement mesurer le nombre d'enclenchements de ces appareils et leur temps de fonctionnement réel. Ensuite, on a des capteurs qui se mettent plutôt dans les pièces, qui sont des capteurs de qualité de l'air, qui incluent cette fois, avec la température et l'humidité, une mesure de la teneur en CO2 dans les pièces, qui va nous aider à mieux régler les installations de ventilation, par exemple. Ensuite, on a des capteurs qui sont capables de mesurer l'intensité sonore de l'environnement dans lequel ils sont placés. C'est un capteur qui est tout à fait adéquat pour également mesurer le temps de fonctionnement des moteurs. On le place à côté du moteur. Une fois que le moteur émet des sons, il est capté par la sonde et on peut assez facilement connaître son temps de fonctionnement. Et puis on a des sondes aussi qui permettent de mesurer la température, soit au boîtier, soit de manière déportée grâce à une sonde de température qu'on voit ici. Donc voilà un petit peu tout l'assortiment qu'on a constitué dans le but de pouvoir mesurer un maximum de grandeur physique dans le cadre de ces projets. Je vais maintenant vous parler du workshop et du système de prêt. On l'a déjà évoqué 1 ou 2 fois durant cette présentation. Alors, espérons que tu as pu convaincre pas mal de personnes à s'intéresser à des mesures pour l'efficacité énergétique. Du coup, comment je fais concrètement pour les obtenir, ces appareils ? Alors, les appareils, on peut participer à ce système de prêt en participant tout d'abord au cours, qui est un prérequis pour accéder aux appareils. Le cours dans lequel, bien entendu, on va apprendre à utiliser ces appareils. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard dans cette présentation. Je rappelle également que l'appareil de mesure électrique, le Fluke, ne peut être prêté qu'à des personnes qui sont qualifiées ou qui s'associeront avec un électricien qui effectuera le montage pour des questions de sécurité. Une fois ces 2 prérequis remplis, le prêt des appareils est totalement gratuit. Cela veut dire que les seuls frais qui incombent à l'emprunteur sont les frais de port pour envoyer les différents appareils et nous renvoyer ensuite les mêmes appareils une fois la mesure effectuée. C'est la seule chose qui est à la charge de l'emprunteur.
La durée maximale du prêt des appareils a été fixée à 4 semaines. Ça permet de couvrir un maximum de cas de figure, tout en laissant les appareils libres pour d'éventuels autres utilisateurs. Donc, tu as déjà évoqué le cours ou le workshop. Est-ce que tu peux détailler un peu plus le contenu? Avec plaisir. Donc, ce workshop se tient sur une journée. Il est fait en collaboration pour les francophones avec la HEI-GVD à Yverdon. Et il contient les éléments suivants. Il commence par une courte introduction et un rappel sur les fondamentaux de la mesure électrique. Il débat ensuite des stratégies de mesure, en particulier pour les installations de ventilation et les pompes. Donc, par stratégie de mesure, on va évoquer ici quel est le choix de l'appareil à effectuer, où placer cet appareil, dans quel contexte. On va évoquer aussi la rentabilité financière des mesures. On va présenter également des outils d'évaluation des mesures. Souvent, quand on a des sets de mesures, des campagnes qui durent plusieurs semaines, ensuite, il faut consacrer du temps à analyser ce set de données. Et là, on a des outils à disposition, distribués durant le cours, qui permettent de faire ça de manière assez aisée. Ensuite, on aborde bien entendu les aspects sécuritaires et on profite des expériences de chacun pour avertir les futurs utilisateurs des erreurs fréquemment constatées de façon à ne pas retomber dans les mêmes pièges et profiter de l'expérience des uns et des autres. Donc ça, c'est pour la première partie qu'on dira théorique, qui dure la matinée. Puis ensuite, l'après-midi, alors c'est peut-être là le plus intéressant, le plus important dans ce cours, c'est qu'on va offrir la possibilité à chaque participant de manipuler chacun des appareils sur un banc d'essai dédié. Donc ça permet à chacun de pouvoir se faire la main, si on utilise cette expression, dans un contexte très simple, des bancs d'essai, pour pouvoir être prêt ensuite pour aller sur le terrain, faire les mêmes mesures et qu'elles soient couronnées de succès surtout. Donc en cas d'intérêt pour participer à ce cours, je vous invite à envoyer un mail à sensorbox001@groupé.ch. Les dates des prochains cours, contexte actuel oblige, ne sont pas encore connus. On le définira avec les intéressés. Alors du coup, on avait promis de revenir sur le slide avec les obstacles et les préjugés. Est-ce que tu peux revenir sur s'il te plaît? Avec plaisir. Donc on constate, durant ces explications, on a constaté qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire appel à un spécialiste pour mesurer. Avec un minimum de formation, il y a beaucoup de mesures que l'on peut réaliser soi-même, en toute sécurité, qui vont nous aider à atteindre les buts que l'on recherche. Les appareils de mesure, c'est vrai, peuvent être chers, mais dans le cadre de ce programme, et c'est bien là le but, le prêt remplace l'achat. C'est-à-dire que chaque bureau ou chaque entreprise n'a pas besoin de consentir à l'investissement pour obtenir ces appareils de mesure. Il peut tout à fait les emprunter auprès de nous. Les appareils de mesure sont difficiles à utiliser, oui et non, si on n'a pas un certain nombre d'indications pour le faire, bien entendu, mais c'est le but de ce cours-là, de répondre à cette peur, quelque part, et puis d'expliquer, de prendre les gens par la main, en guillemets, pour pouvoir se familiariser à l'utilisation de ces outils. Et comment planifier du temps et du budget pour mesurer, ça c'est une question que l'on évoque également, et puis comme mentionné tout à l'heure, on met à disposition des outils durant le cours qui permettent de maximiser, d'aller plus rapidement dans l'évaluation des mesures. Voilà, alors je rappelle encore une fois l'adresse mail pour manifester votre intérêt pour le cours. Et puis je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition maintenant pour d'éventuelles questions, accompagné de Mathias qui... Merci beaucoup pour cette présentation intéressante. En attendant, nous avons déjà reçu quelques questions, mais nous sommes toujours heureux de recevoir des questions supplémentaires, donc profitez-en pour échanger avec nos conférenciers. Je commencerai avec une première question que j'ai déjà reçue pendant la présentation. Alors la question c'est... J'ai un client le mois prochain pour lequel je voudrais mesurer. Pourrais-je emprunter les compteurs de la LoRa maintenant? Alors, malheureusement, la réponse est non, car vous devez impérativement avoir suivi la formation avant et jusqu'au mois prochain, il n'y a pas de formation qui a été planifiée
et on ne peut pas transgresser cette règle-là. Merci. Alors, il y a une autre question qui demande quel est le coût pour moi si j'emprunte le matériel? Alors, c'est une bonne question. Je vais rappeler ce qui a été dit durant la présentation. Donc, le prêt en soi est gratuit. La seule chose le seul coût qui retombe sur l'emprunteur, c'est les coûts liés à l'envoi postal de ces appareils. C'est un envoi postal classique, à la seule différence qu'on ajoute à ça une assurance pour pouvoir pallier aux dégâts qui pourraient être causés lors du transport. Donc voilà, là, en principe, c'est à des coûts extrêmement réduits puisqu'il n'y a que le frais de port. Peut-être on peut dire aussi un mot sur le workshop même. Les workshops en collaboration donc en français avec l'HEIGVD et en allemand avec l'HSLU à Lucerne comportent aussi un certain coût. Selon haute école, ça peut varier un tout petit peu entre 250 et 500 francs, mais les coûts seront communiqués au moment que les cours sont annoncés avec les dates. Merci pour ces réponses. Une autre question qui vient d'arriver, c'est avez-vous déjà prévu une campagne d'information aux entreprises ou aux bureaux d'ingénieurs pour promouvoir le programme? Alors, on réalise bien sûr en collaboration avec l'Office de l'énergie une certaine promotion de ce programme-là. On a déjà utilisé certains canaux pour faire la promotion de ce programme-là. Et puis par la suite, suivant l'évolution du programme, on pourra en faire plus pour rendre les gens également plus attentifs à cette possibilité finalement que je trouve intéressante pour tous les bureaux et les entreprises. Et peut-être pour dire, on est aussi là, ça fait partie en quelque sorte de notre campagne de communication. Tout à fait. Merci. Une autre question que je vois, c'est j'ai travaillé plusieurs fois dans des cabinets de contrôle et j'ai beaucoup d'expérience. Serait-il suffisant pour que je puisse prouver mon expérience pour emprunter les dispositifs flux? Alors, on a évoqué ces questions-là aussi avec l'OFEN. Et de nouveau, je pense qu'on ne va pas pouvoir faire de passe-droit. On sait qu'une grande majorité d'entre vous a effectivement une grande expérience, ce n'est pas là-dessus qu'on doute. C'est plutôt pour que tout le monde soit sur une même base de connaissances autour de ces appareils. Et on ne traite d'ailleurs pas que des questions qui sont relatives à l'utilisation des appareils ou aux aspects techniques, on traite aussi des questions qui ont à voir avec la sécurité, comme on l'a dit, et qui ont à voir avec le processus de prêt en soi, qu'il est difficile de donner au cas par cas. Donc. Et puis encore pour insister sur cet appareil-là en particulier, effectivement, on ne peut pas le donner sans que la personne peut prouver soit un diplôme d'électricien, soit une autre attestation officielle qu'elle est agrégée à ouvrir et travailler dans les armoires électriques. Car on a vu les photos tout à l'heure dans la présentation avec l'équipement de protection, le casque, les chaussures de sécurité, les gants et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut improviser et puis il faut vraiment être agrégé pour travailler sur ces équipements-là. On ne veut pas que quelqu'un se fasse du mal avec ces appareils. Du coup, c'est limité dans le système. Merci. Peut-être pour rester un peu sur ces sujets des cours, il y a une question qui est combien de cours y a-t-il et combien de participants ont-ils? Et j'ai la possibilité de louer le matériel ou y a-t-il une longue liste d'attente? Alors, il y a deux questions dans cette question. La première, il s'agit du nombre de cours qui ont été faits. Donc, on a eu l'occasion de donner cette journée workshop, plutôt qu'un cours d'ailleurs, 2 fois en français, donc chaque fois à Yverdon, chaque fois avec une moyenne de 10 à 12 participants, qui est le maximum pour pouvoir offrir à tout un chacun la possibilité de manipuler les appareils. Et ça fait que pour le moment, on a une liste de 20-25 emprunteurs. Alors, on gère tout ça sur un calendrier. Donc, au moment où ces emprunteurs ont des besoins, eh bien, on regarde la disponibilité des appareils et on règle les plages de prêt en fonction de cette disponibilité-là. Ensuite, la deuxième question avait attrait à...
Une liste d'attente pour... Une liste d'attente, oui, elle est déjà en partie traitée. Alors effectivement, on a recours à plutôt un dialogue avec les gens qui veulent emprunter ce matériel en leur disant, voilà, la période à laquelle tu as besoin de ces appareils, eh bien, c'est celle-là, il est déjà emprunté. Est-ce qu'on peut imaginer la même campagne un peu avant, alors que l'appareil sera libre, ou un peu après, une fois que l'appareil sera de retour? Et puis, jusqu'à présent, on a toujours réussi à, malgré des demandes assez nombreuses, de pouvoir s'organiser pour que tout le monde soit satisfait. Merci bien. Une autre question sur l'atelier. Je n'ai pas trouvé de date pour l'atelier. Comment puis-je m'inscrire et combien de places y a-t-il? Alors, c'est juste les dates des prochains workshops ne sont pas encore fixées pour des questions d'actualité, virus, etc. Mais c'est pour ça qu'on a choisi ce canal-là, c'est-à-dire que les intéressés envoient manifestent leur intérêt via l'adresse que je peux volontiers répéter une fois, sensorbox001@groupe-e.ch. Et puis à partir de là, on établira des dates de cours qui conviendront aux intéressés. D'accord, merci. Une autre question un peu plus large. Je n'ai jamais entendu parler de ce kit et mesure de LoRa. Qui le fabrique? Alors effectivement, c'est le seul appareil qui n'est pas off-the-shelf, comme on dit, qu'on ne peut pas acheter dans le commerce, puisqu'on l'a constitué nous-mêmes pour les besoins du programme. Donc les sondes en elles-mêmes, dans cette technologie LoRa, c'est un monde qui grandit de jour en jour. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des sondes. C'est vrai que nous, on s'est dirigé vers des sondes que l'on a pu éprouver, qu'on a pu tester, qui sont sûres. Et donc c'est une entreprise située en Suède qui fait la partie sonde, et puis la partie qui est vraiment dans le coffret de mesure, celui qui est à brancher sur le secteur. Là, on a fait appel à des collaborations locales avec notamment l'entreprise ClimKit qui s'est occupée de la programmation de tout ça et de mettre à disposition la plateforme, et également l'école d'ingénieurs de Fribourg qui nous a aussi donné de précieux conseils pour la constitution de cette mallette. Donc, à notre connaissance actuelle, elle n'existe pas dans le commerce. Elle a été constituée pour les besoins de secours. Peut-être un petit mot, je profite pour cette technologie LoRa. Donc, c'est une technologie qui base la transmission d'informations entre les sondes et la mallette sur des ondes radio. Elles ont les aspects positifs, disons, c'est la longueur de la transmission. Elles peuvent être disposées relativement loin de la mallette dans le bâtiment. Et par contre, elles ne peuvent délivrer que une quantité d'informations minime, petite, mais qui convient très bien à la mesure où on doit finalement juste transférer vers la mallette des informations numériques, des valeurs de pression, des valeurs d'éclairage, des valeurs de son, qui sont relativement faciles à transporter avec peu de bandes passantes. Merci, M. Eckert. J'aimerais terminer par une question. Pourquoi le groupe E offre-t-il une telle chose? Quel est votre avantage? Alors, bien sûr, le groupe E est actif dans l'énergie, et pour nous, ça paraît être une évidence que de s'intéresser aussi aux questions d'économie d'énergie. On collabore régulièrement avec l'OFEN dans ce cadre-là, et ici, pour cette question de ce programme en particulier, on a soumis notre projet à l'OFEN, et c'est celui-là qui a été retenu, et c'est pour ça qu'on collabore. L'énergie et l'économie d'énergie est vraiment dans l'ADN de Groupe E, et cela fait partie aussi de nos interventions dans ce domaine. Merci beaucoup pour vos explications, M. Bendig et M. Eckert. Nous avons maintenant atteint la fin de notre discussion, et j'aimerais vous repasser la parole pour une brève conclusion. Merci. Alors, c'était un plaisir d'évoquer les questions de ce webinaire. Le format est bien sûr trop court pour parler de tout. Je vous invite à poser vos questions aussi par la suite à l'adresse que vous avez déjà entendue plusieurs fois. Et puis, j'espère vous retrouver quelques-uns d'entre vous dans un des futurs workshops qui aura lieu à Yverdon.
Merci encore, Monsieur Ecker, de nous avoir présenté ces kits et mesures intéressants. Nous arrivons ainsi à la fin du webinaire. J'aimerais attirer votre attention sur les prochains événements passionnants de Top Motors. Cette année, nous prévoyons 3 webinaires supplémentaires. Le 16 juin, Christophe Mesmer de la FHMV parlera de l'efficacité énergétique des systèmes de réfrigération. 2 autres webinaires, l'un en italien, l'autre en allemand, sont prévus pour l'automne. Comme toujours, vous trouverez les dernières informations sur notre site web www.topmotors.ch/webinaire. En plus de nos webinaires, nous sommes également présents lors des divers événements. Le 29 juin, nous organisons en collaboration avec ACT et l'ANEC un atelier pratique pour les conseillers en énergie à Zurich. Et lors du Salon de la maintenance en septembre, nous vous invitons à un atelier sur les thèmes de la maintenance. En raison de la situation de Covid-19, il est difficile de dire si les événements se dérouleront sur place ou en ligne. Là encore, vous trouverez toujours les informations les plus récentes sur notre site web. Nous sommes maintenant à la fin de ce webinaire. Je tiens à remercier le Dr Matthias Bendig et Dr Julien Ecker pour les informations intéressantes et vous, chers participants, pour votre participation active. Si vous avez d'autres questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, restez en bonne santé et nous espérons de vous revoir la prochaine fois.